Alors, bonjour Monsieur Marie, merci de votre Bonjour. présence. Alors, je vous présente, vous êtes directeur des affaires nationales et européennes de la Fondation 30 millions d'amis. Merci de votre présence en cette journée pour nous parler du sujet des droits des animaux et de la souffrance animale en France et en Europe, voilà, parce que c'est vos domaines au sein de la Fondation. Est-ce qu'on peut commencer par présenter tout d'abord la Fondation, son rôle, et vous présentez-vous également? Oui, alors la fondation, en fait, c'est une fondation qui est généraliste, c'est-à-dire qu'elle intervient sur les différents domaines concernant la protection animale, que ce soit l'animal de compagnie, l'animal d'élevage, l'animal sauvage en France, et puis il y a aussi quelques missions à l'international. Et le fait que ce soit une fondation reconnue d'utilité publique, ça permet aussi de pouvoir bénéficier de dons, mais aussi avoir des contrôles très stricts. Et le rôle aussi de la fondation 30 millions d'amis, c'est de pouvoir aider les structures, aider les refuges. Il y a beaucoup de fonds qui sont attribués pour aider les refuges sur le terrain à mener des actions aussi de protection animale. Il y a aussi des grands financements pour des stérilisations de chats errants, par exemple, pour éviter que les chats errants soient capturés, mis en fourrière et euthanasiés. Donc il y a toujours des collaborations avec différentes municipalités pour arrêter les captures et mettre en place des campagnes de stérilisation. Et puis, il y a un travail plus politique qui est de renforcer la réglementation nationale et européenne. Alors, la Fondation 30 millions d'amis avait notamment beaucoup œuvré à la reconnaissance de l'animal être sensible dans le Code civil, mais il y a à côté de ça plein d'autres combats en cours, notamment, et notamment au niveau du Parlement européen, mais on en parlera peut-être plus en détail ensuite. Et là, actuellement, il y a plusieurs règlements en fait qui sont à l'étude, notamment un règlement transport sur les animaux qui partent à l'abattoir ou qui partent dans différents pays pour l'engraissement. Et ça, c'est un gros sujet, un gros enjeu également, et d'autres règlements qui sont attendus dans les prochaines années sur l'élevage notamment. D'accord. Alors, je vous présente brièvement aussi. Vous êtes donc directeur après plus de 25 ans d'engagement à la Fondation Brigitte Bardot. Vous étiez directeur de pôle protection animale, porte-parole ainsi que directeur adjoint. Pourquoi avoir fait le choix de vous être engagé dans la Fondation 30 millions d'amis après 25 ans d'engagement au sein de la Fondation Brigitte Bardot? Alors, à la Fondation Bardot, je suis resté même plus de 30 ans parce Ah, d'accord. qu'effectivement, il y a eu une Je période m'étais basé sur où votre j'étais parti. LinkedIn, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que vous avez sauté une étape. Il y avait 6 ans au préalable. Mais non, en fait, bah, l'idée, c'était de pouvoir poursuivre cette action, pouvoir continuer à travailler notamment sur le renforcement de la réglementation. Et donc, bah, la Fondation 30 millions d'amis, effectivement, il y a cette possibilité-là d'agir avec les différents politiques, et c'était vraiment l'objectif. Bon, après, justement, les 30 ans passés à la Fondation Brigitte Bardot ont été 30 ans extrêmement importants et enrichissants par rapport à l'expérience, par rapport aussi au réseau qui a été mis en place au niveau des différents politiques, au niveau des associatifs également. Et donc, c'est une poursuite assez logique finalement d'un combat qui est mené depuis très longtemps, et même à titre personnel, avant même de rejoindre une fondation ou une association, à titre personnel, en devenant végétarien à l'adolescence, et puis en menant d'autres actions militantes, indépendamment de mon travail au sein de ces organisations. D'accord. Alors, je plaide coupable d'avance. Je suis totalement novice, comme plein d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui sur les questions de bien-être animal ou de souffrance animale. Et donc, je compte sur vous pour être pédagogue avec nous, pour qu'on puisse bien appréhender le sujet et sortir, j'ai envie de dire, de cet échange avec, pour nous, de notre côté, vraiment un apprentissage aussi sur le sujet. Et je trouve que c'est important et c'est pour ça que je voulais que vous veniez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les, les différents types d'actions, parce qu'il y a les pétitions, il y a les refuges, etc. Quels sont les différents types d'actions que vous menez au sein de la Fondation et comment ça s'organise? Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup d'aides qui sont apportées, mais pour le reste, en fait, c'est aussi travailler avec des scientifiques, avec des journalistes ou autres, pour avoir de la matière et puis pouvoir convaincre aussi le politique à agir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que notre rapport à l'animal a quand même beaucoup évolué. Il y a quelques années, mener ce combat-là, et c'est vrai qu'avec le recul que j'ai pu m'en apercevoir, il y a quelques dizaines d'années,
mener le combat de la défense des animaux, c'était vraiment quelque chose de très ridiculisé, de moqué. Et c'était assez compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des organisations de défense des animaux, il y a eu un engagement justement de scientifiques et puis de journalistes, de personnalités diverses dans ce combat. Et ça a amené justement aussi eh bien, une reconnaissance, enfin du moins ça a été moins méprisé et marginalisé que ça ne l'était. Donc c'est devenu un combat nécessaire et notre rapport à l'animal a changé dans le sens où on se rend compte évidemment qu'un animal dans un élevage eh bien, subit les mêmes souffrances, la même crainte et les mêmes douleurs qu'un animal de compagnie qu'on connaît mieux par rapport à ses comportements. Mais c'est vrai que un lapin dans une cage, dans un élevage, c'est le même que le lapin qui peut être domestique ou de compagnie. Donc le travail qu'on fait aussi, c'est d'essayer d'arrêter avec cette barrière qui fait que l'animal dit de consommation, à partir du moment où on considère qu'il est de consommation, eh bien, on n'a plus à s'inquiéter ni des conditions d'élevage, de transport ou d'abattage. Alors c'est vrai que les images qui ont été diffusées ces dernières années ont amené aussi le public à s'interroger, à être choqué même sur des situations qu'il ignorait, ou en tout cas qu'il ne cherchait pas à connaître. Euh, mais il y a eu quand même notre rapport à l'animal, quand je dis que le rapport à l'animal a évolué, c'est que il y a 30 ans, quand des images d'abattoirs étaient diffusées, ça choquait sur le moment, mais il n'y avait pas vraiment de volonté d'agir à titre personnel pour que les choses changent. Aujourd'hui, effectivement, au niveau du public, il y a une plus grande conscience qu'un animal, c'est pas simplement un être sensible sur le code civil ou le code rural, c'est réellement effectivement enfin, nous sommes nous-mêmes hein, des animaux. Donc, c'est effectivement un animal qui doit être protégé. En tout cas, on n'a pas tous les droits sur ces animaux. Donc, notre travail, c'est effectivement de renforcer la réglementation, d'interdire certaines pratiques et puis de faire en sorte, quand il n'y a pas possibilité de mettre un terme à certaines pratiques, de limiter autant que possible la souffrance animale. D'accord. Alors moi, je me pose une question parce que c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de 30 millions d'amis, c'est quand j'étais enfant. Quand après le JT ou autre, il y avait cette page avec le générique que tout le monde connaît. Euh, D'un point de vue de la communication, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que moi, du coup, je me posais la question comme ça, pourquoi ça a disparu, cette partie-là? C'est une question de coût, c'est une question de droit, qu'est-ce qui a fait que vous avez plus ce spot qui fait que 30 millions d'amis, tout le monde connaît ça en France aujourd'hui? Oui, alors bon, ça, c'est pas un choix de la Fondation 30 millions d'amis. Et puis en fait, il y avait quand même deux entités, c'est-à-dire qu'il y avait une boîte de production qui organisait les émissions. Et c'est un choix de la chaîne. Hein, quand D'accord. la chaîne a diffusé, enfin, a décidé d'arrêter la diffusion, c'était pas une volonté de Réa Hutin qui était productrice et animatrice, enfin, présentait aussi ses émissions, participait en tout cas à ses émissions. Donc ça, c'était vraiment, effectivement, c'est quelque chose de dommage parce que c'était aussi un moyen de sensibiliser le public d'une manière effectivement pas trop agressive, mais plutôt de sensibiliser justement à l'animal, l'animal ami de l'homme. En revanche, ce qu'il y a, c'est que dans un sens, ça arrivait à un moment qui est pas si dramatique dans la mesure où la télévision est plus forcément un organe, enfin un média qui s'adresse aux plus jeunes. En tout cas, c'est moins le cas qu'il y a 20 ans où il y avait peu d'autres médias, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc la communication, elle s'est déplacée. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Fondation 30 millions d'amis, il y a quand même aussi, eh bien, via les réseaux sociaux, une possibilité de communication et de sensibilisation. Mais c'est vrai que la télévision, c'est quelque chose d'un peu institutionnel et qui touche un très large public. Donc ça, c'est pas une volonté de 30 millions D'accord. d'amis d'avoir cessé Oui, ces je me émissions-là. posais la question parce que c'est vrai que je pense connaître peu de personnes de plus de 20 ans qui ne connaissent pas 30 millions d'amis. Alors que chez les plus jeunes, c'est peut-être pas la même chose aujourd'hui que ça l'était pour les jeunes d'il y a 20 ans. Oui, Euh, oui, c'est clair. alors, j'ai une question de Nomad dans le chat qui pose la question, vos actions ont-elles dû évoluer avec les NAC, les nouveaux animaux de compagnie davantage exotiques? Est-ce qu'il y a eu une évolution, par exemple, des opérations de sauvetage ou autres qui ont peut-être dû, du coup, s'adapter? Alors effectivement, ça pose problème parce que l'ENAC, alors
On travaille sur plusieurs niveaux au niveau des NAC. Alors, il y a effectivement les élevages qui alimentent les animaleries et autres réseaux de vente par petites annonces notamment. Actuellement, on travaille au niveau national et européen sur une liste dite positive, c'est-à-dire que les NAC qui sont susceptibles d'être commercialisés sans qu'ils posent problème déjà au niveau de la biodiversité, parce que vous avez des animaux qui étaient vendus, comme les tortues de Floride ou d'autres, qui étaient vendus en magasin et qui se retrouvent dans la nature et en compétition avec d'autres espèces locales. Donc, c'était le cas notamment de la tortue de Floride qui a été interdite ensuite à la vente. Donc, il faut pouvoir identifier quels sont les animaux, effectivement, qui peuvent raisonnablement être détenus par des particuliers. Ça, c'est un travail, c'est ce qu'on appelle la liste positive. Il y a un travail au niveau national et européen en cours. Et puis, effectivement, on est intervenu aussi auprès d'élevages en liquidation avec des centaines, voire des milliers de NAC qu'il a fallu prendre en charge et organiser l'accueil. Et il y a une sensibilisation parce qu'il y a aussi, alors ça dépend ce qu'on met dans les NAC, bon, il y a tout ce qui est furet ou autre, mais les lapins, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi des animaux qui sont extrêmement abandonnés. Alors, ce pas des NAC véritables. On vous a Qui perdu. sont aussi. Ah, allô? Ouais, La vidéo a coupé. Alors attendez, j'ai plus de vidéo, j'ai plus d'image, j'ai à peine votre son. Peut-être couper et alors redémarrer votre moi, caméra. d'accord. Ah, c'est bon, c'est revenu. Excusez-moi, C'est bon? ça a coupé quand vous parliez des NAC sur les 5 dernières secondes. D'accord. Donc, effectivement, en fait, c'est un petit peu la difficulté. C'est que on travaille sur un sujet en particulier, on se rend compte qu'il y a toujours autre chose qui vient derrière et sur lequel il faut travailler. Là, au niveau des NAC, notamment, vous savez que depuis le 1er janvier 2024, la vente de chats et de chiens est interdite au niveau des animaleries. Mais c'est vrai qu'on aurait souhaité que ça aille plus loin et qu'il y ait une interdiction de commerce des animaux tout court. Bon, alors c'est difficile parce que ça peut encourager aussi la vente en ligne. On le voit avec les chats et les chiens qui font l'objet d'un commerce en ligne avec aussi un développement du click and collect par les animaleries, c'est-à-dire qu'ils vendent en ligne et ils font un retrait des animaux en magasin. Donc les NAC, c'est vraiment effectivement aussi un problème sur lequel on travaille, mais pour lequel pour le moment il n'y a pas réellement d'avancée. Moi, quand vous parlez des NAC, je pense beaucoup, vous savez, grâce aux réseaux sociaux, ou à cause plutôt des réseaux sociaux, ces personnes qui se prennent en vidéo avec certains animaux très exotiques, Ouais. que les gens se disent, oh, comme c'est mignon, j'aimerais en avoir un, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de faisable de ce côté-là, peut-être d'un point de vue législatif ou autre, pour empêcher ou protéger à la diffusion de ce genre de contenu qui a vocation à pousser les gens à vouloir potentiellement avoir certains de ces animaux de compagnie qui ne sont pas du tout faits pour être des animaux de compagnie, qui sont des animaux sauvages et qui parfois, Ouais. bon, comment dire, un lémurien ou autre, ça peut être drôle, ça peut être mignon, mais un petit lynx ou un truc comme ça, bah, ça peut être aussi très dangereux. Alors là, on n'est plus dans les NAC, mais effectivement, le rôle des influenceurs et notamment bon, toute la vague sur Dubaï ou autre, où il y a des animaux qui sont mis, qui sont présentés, c'est assez dramatique. Nous, enfin, à l'époque où j'étais donc à la Fondation Bardot, on a retiré, bon, alors les magots, je compte même plus, c'était des dizaines, parce qu'il y a eu une mode à un moment d'avoir un magot, et dès qu'il est en âge adulte, en tout cas maturité sexuelle, ça devient absolument ingérable et extrêmement agressif et dangereux. Donc, il a fallu aussi retirer énormément de magots un petit peu partout en Île-de-France notamment. Et puis, on a eu effectivement le cas des félins. Je me rappelle notamment d'un tigre qui a été retiré à Saint-Denis, en région parisienne, et qui était utilisé pour faire des selfies. Chaque selfie, c'était 10 euros. Et donc, et ça, c'est aussi un phénomène qui était lié aux circassiens. C'est-à-dire que dans les cirques, il y a pas mal de reproductions des félins et certains de ces félins étaient revendus dans des cités ou ailleurs.
Donc là, avec l'interdiction qui s'approche maintenant, enfin l'interdiction de reproduire, c'est déjà le cas, mais l'interdiction d'utiliser, d'exploiter des animaux sauvages dans les cirques, on espère que ça aura une incidence moindre sur la revente de jeunes félins. Mais en ce qui concerne le trafic, puisque là vous parlez quand même d'espèces qui font l'objet de trafic, effectivement, il y a une nécessité aussi de mobiliser les douanes pour qu'elles puissent intervenir et saisir des animaux qui arrivent illégalement sur le territoire. D'accord. Et là, justement, vous parliez de représentation. J'ai Nomade dans le chat qui évoque un sujet qui est celui donc des animaux dans le cinéma. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus à encore apporter? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place? Alors, Euh, dans la loi de novembre 2021, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont couvert, notamment l'interdiction d'exploiter des animaux dans les discothèques, les animaux sauvages. Alors, dans les discothèques, c'était tout animal, y compris les domestiques. Dans les jeux, les animaux sauvages, donc on a vu avec Fort Boyard notamment et l'arrêt des tigres. Dans le cinéma, c'est un petit peu Interville aussi. différent. Comment? Interville aussi, récemment, qui a Ouais, repris. c'est ça. Mais alors, Interville, c'est plus des vachettes, c'est ce qui a été Oui. arrêté. Ça, pour le coup, c'est pas interdit, mais bon, il y a une volonté de ne pas le faire. Pour le cinéma, c'est un petit peu différent, dans le sens où, effectivement, ce sont généralement des dresseurs qui sont agréés, qui sont autorisés, qui interviennent. Ça, c'est plus compliqué de faire interdire, de faire interdire ça. Ça dépend de l'espèce et ça dépend du cadre. Pour autant, nous, on est effectivement contre l'exploitation des animaux sauvages, d'autant plus puisqu'ils ont des besoins très spécifiques. Mais il n'y a pas d'interdiction réelle dans le cinéma dès lors qu'on fait appel à enfin, des personnes qui sont agréées, qui sont autorisées à utiliser des animaux. Après, vous avez effectivement un cadre de la maltraitance, mais ça, là, elle s'applique dans tous les cas de figure, enfin, dès lors qu'il y a des témoins et dès lors qu'il y a une procédure engagée. D'accord. Et du coup, j'ai souvent qui pose une question. Est-ce qu'il y a un profil type par rapport aux animaux quand vous faites des opérations de sauvetage? Un profil type d'animal qui revient ou d'activité? Alors, ah, bah, en fait, oui, parce que là, actuellement, alors c'est vrai qu'on parle souvent des abandons, mais en fait, pour les refuges notamment, ils sont saturés d'animaux qui sont saisis, et ça, c'est une très bonne chose parce que il y a 2 ans, Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, a mis en place effectivement un référent animaux dans chaque commissariat de police et de gendarmerie. Enfin, il l'a mis en place, il l'a annoncé en tout cas, et la formation est en cours. Ce qui fait qu'il y a eu une mobilisation de plus en plus de forces de l'ordre pour saisir des animaux en souffrance. Et pour répondre à votre question, effectivement, les animaux qui ressortent le plus, ce sont tout ce qui est molossoïde, enfin tout ce qui est molosse, mais aussi les bergers malinois. C'est vraiment un animal qui est très présent, un chien, une race de chien qui est très présente dans les refuges, qui pose problème, et souvent c'est lié effectivement à un travail de vigile voilà, qui est non déclaré ou déclaré, mais en tout cas souvent des animaux qui sont extrêmement maltraités dans le sens où la personne qui l'a pris en charge n'est pas susceptible de pouvoir gérer l'animal, le dresser correctement, et ça en fait effectivement des animaux dangereux qui restent dans les refuges, qui font que ces refuges sont saturés à longueur d'année, et quand il y a quand il y a le surplus lié aux abandons, eh bien les refuges sont plus du tout aptes à prendre en charge les bergers malinois notamment et les molosses, parce que c'est vraiment ce qui est le plus saisis. Enfin, parfois, ils ne sont même pas saisis parce qu'il n'y a pas de place pour les prendre en charge, mais c'est ceux qui reviennent le plus, effectivement. Alors, je saute du coq à l'âne. J'ai Vincent dans le chat qui me demande quel est aujourd'hui l'héritage de Jean-Pierre Hutin. Jean-Pierre Hutin qui était le maître des bergers allemands, mascotte de 30 millions d'amis. Ah bah, l'héritage, bah, déjà, au niveau de la fondation 30 millions d'amis, effectivement, c'est lui qui avait créé la première association et puis qui était effectivement euh, enfin, producteur de l'émission, mais sa femme a repris le relais très vite bah, dès son décès. Donc, l'héritage, bah, en fait, c'est pas toujours évident de mesurer. L'héritage, c'est aussi tous les gens qui ont été sensibilisés et touchés par les émissions
et qui ont été amenés à justement revoir leur rapport à l'animal et peut-être modifier leur comportement quotidien. Quand je parlais de végétarisme, par exemple, ça peut en faire partie. Quand on voit des animaux, dans quelles conditions les animaux sont élevés, transportés ou abattus, on peut avoir soi-même une prise de conscience et une action en ce sens. Donc l'héritage, eh bien, c'est plutôt effectivement des générations de personnes qui se sont dit qu'un animal, effectivement, devait être protégé. En tout cas, il y a quelques années, moi je me rappelle, quand j'étais jeune enfant, enfin, en campagne, on voyait des chiens à la tâche et ça choquait personne. Enfin, ça déchoquait des gens, mais moi-même, je ne me posais pas la question. Et dorénavant, quand un chien, mais ou autre animal, même dans les champs pour des vaches ou autres, un animal semble en souffrance, effectivement, les personnes réagissent, interviennent auprès des forces de l'ordre ou auprès des organisations de défense des animaux pour signaler. Ça, c'est un peu un phénomène qui est depuis quelques années, et c'est lié aussi à la sensibilisation et le travail qu'a fait Jean-Pierre Hutin, Ouréa Hutin et d'autres, hein, puisque moi je venais de la Fondation Bardot, donc de la même manière Brigitte Bardot. Donc c'est la sensibilisation qui a été faite par toutes ces personnalités qui ont mené ce combat et le Alors, mènent encore. quand je vous ai contacté, la première chose de laquelle je voulais parler, c'était la problématique des abandons en France, parce qu'on est à la période terrible où on connaît le plus d'abandons en France d'animaux de compagnie. Et vous m'avez parlé, vous m'aviez dit que ça se faisait davantage avec la SPA. Enfin, vous, la personne avec qui j'avais communiqué. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette démarche collaborative, comment elle s'organise avec la SPA? Bah, en fait, c'était plutôt parce que là, vous vouliez aussi avoir des chiffres d'abandon et c'est vrai que nous, on n'a pas un réseau de refuges comme peut l'avoir la SPA. En fait, ce qui est important au niveau des organisations en France et ailleurs, hein, parce qu'on travaille beaucoup en coordination avec des organisations européennes et internationales, c'est d'avoir une complémentarité. C'est pas la peine de tous faire la même chose. Pour ce qui est de prendre en charge des animaux, nous, on a des refuges partenaires, c'est-à-dire c'est des refuges qu'on aide, mais qui ne sont pas directement affiliés à la Fondation 30 millions d'amis. Donc, ils nous aident pour prendre en charge des animaux saisis par les autorités et en contrepartie, on prend en charge tous les soins et les frais occasionnés par ces prises en charge. Mais on n'a pas un réseau de refuges comme peut l'avoir la SPA. Donc, en revanche, la SPA est moins présente en ce qui concerne le travail de politique qui est mené par la Fondation 30 millions d'amis. Donc, on essaie d'être très complémentaires pour que chacun, à son niveau et à son niveau d'expertise, puisse amener sa connaissance et faire en sorte qu'il y ait un panel d'organisations qui puissent agir dans différents niveaux. Et c'est pour ça qu'au départ, je vous disais, la Fondation 30 millions d'amis, c'est une organisation généraliste. C'est qu'on ne s'interdit évidemment pas d'intervenir sur des sujets spécifiques, sur l'expérimentation animale, les corridas ou autres. Mais toutefois, dans ces différents sujets, on reconnaît aussi l'expertise de partenaires et on travaille avec eux ou alors de la même manière, on réoriente vers elles pour plus de renseignements qui peuvent intéresser des journalistes notamment. D'accord. Alors, j'ai Cristal qui aborde souvent le sujet de la chasse quand on parle animaux, etc., qui me demande ce que pense la Fondation de la chasse de manière générale, et notamment de l'usage des animaux pour la chasse, que ce soit les chiens, les furets, appâts, le piégeage, tout ça. Bah, en fait, alors, pour la première question, la chasse, effectivement, on est effectivement alors, si vous voulez, on est quand même conscient qu'on ne va pas arriver à une abolition de la chasse du jour au lendemain. En revanche, il y a plein de pratiques qui posent véritablement problème. Et lorsque vous parlez d'utiliser des animaux type furet ou autre, on peut penser au piégeage, pas au piégeage, mais au déterrage, qui est franchement une horreur absolue. J'ai eu l'occasion de participer, enfin, pas participer directement, mais participer pour m'y opposer. Le déterrage, c'est vraiment un truc de barbare et c'est typiquement le genre de pratique qu'il faut interdire. Mais de la même manière, quand on entend les chasseurs dire on est les grands régulateurs de la nature, il faut savoir que 9 faisans sur 10 proviennent d'élevage intensif en cage
Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de gibier, et notamment donc les faisans. 9 faisans sur 10 proviennent d'élevage en cage type poule pondeuse, qu'on lâche quelques heures ou quelques jours avant la chasse. Donc c'est comme faire un bal-trap dans un poulailler. C'est des animaux élevés au grain qui ne savent pas bouger. Voilà, les chasseurs s'amusent juste à leur tirer dessus. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Donc avant de parler d'une abolition totale de la chasse, on peut vraiment avoir pas mal de paliers aussi pour interdire certaines pratiques. Alors en ce qui concerne les chiens et la chasse, bon, il y a un petit peu les deux cas de figure. Pour connaître quelques chasseurs avec leurs chiens, je sais que certains sont très attachés à leurs chiens, je ne remets pas ça en cause. En revanche, au niveau de la Fondation 30 millions d'amis, on est intervenu plusieurs fois pour des enclos de chasse, des enclos de chiens de chasse, qui étaient vraiment très problématiques. Et là, je vous disais tout à l'heure, je travaille sur des règlements européens. Typiquement, il y a eu un règlement chat-chien qui a été adopté il y a quelques semaines au Parlement européen. Et la pression qui a été faite et exercée, c'est les chasseurs pour obtenir une dérogation sur l'espace réservé aux chiens lorsqu'on parle d'enclos de chasse, donc les chiens de chasse qui sont dans des enclos. Ils ne veulent pas mettre en pratique les 5 mètres carrés prévus par animal. Et ils se sont opposés aussi à l'interdiction des colliers à décharge électrique, parce qu'ils veulent utiliser ça dans leur pratique. Donc oui, c'est un problème. Après, ce n'est pas non plus une généralité totale, parce qu'il y a effectivement des chasseurs individuels qui ne maltraitent pas leurs chiens. Bon. En fait, Mais ça pousse à se poser la question de est-ce qu'il existe une chasse éthique et est-ce que une chasse dite de régulation, entre guillemets, moi par exemple, je suis en Camargue et on a la problématique des ragondins extrêmement oui. présente qui cause des accidents de régulation. Ragondins ou sangliers en fonction des territoires, vraiment. Je parle pas d'animaux qu'on a élevés pour les mettre dans la nature et les chasser derrière. Est-ce que ce côté chasse éthique-là existe ou est-ce que c'est que des mots qu'on se dit Non, enfin, il y a des mots qu'on ne peut pas associer. Éthique, vous ne pouvez pas l'associer avec tirer sur un animal, un être vivant sensible. Ce n'est pas éthique. Ça peut répondre à une problématique qui se pose. Là, vous parlez des ragondins, il ne faut pas oublier que c'est des animaux qui ont été introduits en France et en Europe pour l'élevage de fourrure. C'est des animaux qui ont été importés dans cet objet-là. Effectivement, qui se sont retrouvés, et là on reparle des espèces invasives, en liberté et ont pu occuper des niches écologiques qui étaient occupées par d'autres animaux. Donc ça pose problème, on est d'accord. Après, on peut voir de quelle manière ils peuvent être capturés, comment ils peuvent être gérés. Bon, mais c'est pas, là c'est vraiment effectivement des points très spécifiques. Et c'est pas la chasse en général. Alors les sangliers, c'est encore autre chose, puisque vous savez, les sangliers, c'était une espèce qui était vraiment en très forte baisse en France, parce que très chassée. Donc les chasseurs ont eu cette bonne idée de faire des hybrides, l'hybridation avec du cochon domestique, et ce qui a permis d'avoir des sangliers qui se reproduisent énormément, qui ont plus de petits lorsqu'ils mettent bas, et ils continuent en plus, les chasseurs, à faire de l'agrainage, c'est-à-dire donner de la nourriture dans différents endroits. Alors, soi-disant, enfin, en partie c'est vrai, pour déplacer les sangliers vers des espaces en dehors des cultures, sauf que ça participe aussi à la multiplication. Et les chasseurs, en parallèle, se plaignent de la prédation des loups, par exemple, sur les sangliers, parce qu'ils préfèrent avoir à les buter eux. Donc non, je trouve qu'il y a une hypocrisie totale sur le milieu de la chasse. Vraiment, c'est indéfendable. Et il y a quand même un tas de pratiques qui peuvent être interdites, qui devraient l'être, mais on sait aussi le poids des chasseurs auprès des politiques. Et si on a obtenu quand même pas mal d'avancées avec l'actuelle majorité, on sait que sur la chasse, on n'obtiendra rien du tout, parce que, bon, on connaît la proximité d'Emmanuel Macron avec Willy Schren, qui est le président de la Fédération des chasseurs, et puis aussi de Coste, Thierry Coste, qui est un lobbyiste de la chasse et des armes en général, puisqu'il est pour le commerce des armes. Et là, vous parlez de lobbyisme de la chasse, il y a aussi le lobbyisme de l'agriculture. Oui, Question on de. l'a vu avec la loi Voilà, Duclos. c'est là où Ouais. j'en viens. Ravachol qui pose la question dans le chat. Que pensez-vous de l'autorisation d'extension des méga-fermes de plusieurs milliers d'animaux en France suite à la loi Dupont? Quelles conséquences ça peut entraîner pour les petits élevages respectueux des animaux?
et dans le cadre aussi de la question de la souffrance animale. Alors, bah, justement, j'ai fait une tribune dans Libé il y a 2 jours là-dessus. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que la loi du plomb, avec les facilités, l'extension des élevages intensifs, pour les volailles notamment, bon, les porcs aussi, les volailles particulièrement, puisqu'on passe de 40 000 individus au-delà desquels il faut une autorisation environnementale. Là, on passe à 85 000 hein, quand même. 85 000 Le double. volailles Ouais. dans des bâtiments, enfin c'est plus du tout, c'est absolument affolant. Donc c'est vrai que la FNSEA, qui est un lobby très fort, pousse pour déjà amener les petits éleveurs au suicide, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire des éleveurs se suicident, bah ok, mais pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion aussi de visiter des élevages de volailles, et quand on voit ces immenses hangars où c'est irrespirable, déjà il y a une chaleur là-dedans et de poussière et autres, et on voit qu'il y a une personne pour s'occuper de 30, 40 000 animaux, alors que pour une plus petite exploitation, effectivement, il y avait une famille qui travaillait, etc. Donc le gros problème, c'est que la France prétend faire une production de qualité. Or, pour les poulets, par exemple, poulets de chair, on est sur le niveau de densité par bâtiment le plus élevé de l'Union européenne. On est sur de la dérogation, 42 kilos mètre carré, ça veut dire 20 à 22 poulets sur 1 mètre carré. Donc, c'est rien du tout, 1 mètre carré. Vous avez 22 poulets maintenant dans un bâtiment. Ça, l'Allemagne, la Suède, il y a plein de pays qui refusent d'être dans des telles densités. Donc, effectivement, il faut vraiment, on pousse en fait les productions à aller vers le bas, soi-disant pour être concurrentiel avec d'autres pays, mais finalement on ne sera jamais concurrentiel avec une production brésilienne où le taux horaire n'est pas du tout le même. D'ailleurs, ils ont une moindre densité là-bas, cela dit. Donc, il y a effectivement la loi du plomb qui est assez catastrophique, mais il y a aussi l'accord en cours UE-Mercosur qui fait craindre beaucoup de choses parce qu'il y a, vous le savez, des accords notamment avec le Brésil pour les poulets. Qui, si je ne me trompe pas, est frontalement en confrontation avec la position du gouvernement français, d'ailleurs, qui ne veut pas de cet Oui, accord actuellement. oui, oui. Mais je pense qu'on sent qu'il y a moins de refus qu'il y a quelques temps, parce qu'il y a aussi, alors quand on voit la position de Donald Trump au niveau des frais de douane, au niveau de l'Union européenne, en perdant potentiellement l'Amérique du Nord, enfin en tout cas les États-Unis, le marché sud-américain devient plus intéressant. Donc les réticences qu'il y avait sur l'accord UE-Mercosur, sachant en plus que l'Allemagne pousse pour cet accord, semble un peu faiblir. Et ce qui nous fait peur, en fait, c'est que la France soit dans cette course de dire on va faire de moins en moins de qualité pour justement être concurrentiel, alors qu'ils ont tout à perdre. Autant partir du constat que de toute façon, on ne pourra pas être concurrentiel avec les Chinois ou autres, sauf à faire travailler des gamins de 12 ans. Bon, c'est pas le modèle qu'on veut. Non, mais je veux dire, la il y a un France moment, ne il faut savoir pourra quel jamais. modèle on a envie de défendre. De toute façon, on ne pourra jamais être concurrentiel avec la Chine qui crée des immeubles de 25 oui. étages dans lesquels il y a des centaines de milliers, voire des millions Exactement. de porcs, sans compte, où ils n'ont même pas 1 mètre carré chacun. Ça, c'est clair, Ouais, tout à c'est fait. incomparable. Tout à fait. Et c'est des endroits qui deviennent invivables d'ailleurs pour les populations autour. Hein. C'est pas seulement les animaux, c'est Bien clairement sûr. invivable autour. Entre l'odeur, le bruit, etc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi la crainte par rapport à la loi du plomb, parce que là, pour les porcs, donc on parle de 2000 à 3000 sans autorisation environnementale, sachant les dégâts déjà En Bretagne, créés oui. en Bretagne, notamment avec les algues vertes et tout le reste, par les exploitations actuelles. Donc là, on va aller encore plus large, plus grand, sans autorisation environnementale, donc sans savoir s'il va y avoir des conséquences pour les pollutions souterraines ou rejet en mer. C'est vraiment dramatique parce que là, franchement, c'est au-delà du grand n'importe quoi, c'est vraiment... Alors, c'est assez inquiétant en fait de voir qu'effectivement, il y a un recul réel sur les problèmes environnementaux, mais aussi de conditions animales. Donc, le fait d'avoir ce recul là, de 30 ans, de plus de 30 ans dans la condition animale, très honnêtement, moi, j'ai connu pendant 20 ans, un peu plus même, un changement réel. C'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la manière dont était perçu ce combat.
Et depuis plus ou moins le Covid d'ailleurs, on sent que non seulement ça freine, mais on régresse. Et c'est incompréhensible parce qu'on est tous témoins des changements climatiques et des problématiques environnementaux, et pour autant on est dans une espèce de négation de ce qui est en train de se passer, et on ne comprend pas en fait le pourquoi. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'être en recul, et la loi du plomb l'illustre parfaitement, enfin, Et tristement. j'ai Stéphane dans le chat qui posait la question de s'il y avait une loi avec un impact important à mettre en place dès aujourd'hui pour réduire la souffrance animale en France, quelle serait-elle? C'est difficile parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Alors évidemment, bon, pour l'abolition de la chasse à courre, oui, ou de la corrida, ça, c'est des choses qui pourraient être importantes, mais qui n'ont pas une importance en termes du nombre d'individus. Donc là, en fait, il y a un gros travail qui est fait, enfin, qui semble un peu freiné, mais bon, j'espère que ça va sortir quand même. On attend un règlement européen sur l'élevage qui doit être présenté fin 2026, avec potentiellement la sortie des cages pour tous les systèmes d'élevage. Ça pourrait être un gros changement. Maintenant, ça amène aussi des gros changements en termes d'organisation de l'élevage. Et ça pourrait être quelque chose de très important et qui répond à une ICE. C'est-à-dire qu'au niveau européen, donc, si vous connaissez, Initiative citoyenne européenne, c'est quelque chose qui est voilà, mis en place auprès de la Commission européenne. Et lorsqu'on atteint plus d'1 million de signatures, la Commission européenne doit apporter une Ben, réponse. la dernière fois, la plus récente qu'il y a eu, qui a fait énormément de bruit, c'était celle récemment sur les thérapies de conversion. Où il y avait eu, Ah, il d'accord, fallait un quota de signatures par pays c'est différent, ça. atteindre 1 million, et il y avait eu un vrai travail de lobbying, mais il y a le lobbying des agros, etc., mais il y a aussi le lobbying politique qui va aussi dans le bon sens. Donc Bien j'utilise sûr. le mot hein, de lobbying des partis politiques pour soutenir cette initiative, et du coup ça avait fait largement assez, et la France avait fait une immense part des signatures d'ailleurs dans toute l'Union européenne sur le sujet des thérapies de conversion. Donc c'est pour resituer, vu qu'on parle beaucoup d'actualité Oui, politique, géopolitique, pour que le chat voit de ce dont vous parlez. oui. Non, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait effectivement un nombre. Bon, je ne sais plus exactement combien de pays représentatifs doivent être concernés, mais donc là, il y a une ICE donc, pour la sortie des cages, il y a une ICE qui a atteint le million hein, sur D'accord. l'expérimentation animale et puis sur la fourrure également, donc pour la fin de l'élevage et de la commercialisation de la fourrure. Donc il y a plusieurs, au niveau calendrier, des choses qui sont attendues et qui sont en cours D'accord. Et Mais pour répondre aussi à la voilà, question, en fait, il ne faut nationalement, pas. ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, nous voilà, nationalement aujourd'hui, voilà. ouais. Mais il faut aussi ne pas toujours attendre des réglementations. Chaque individu a vraiment la possibilité d'agir par ses choix de consommation déjà, et ça peut faire la différence. Enfin, du moins, ça peut participer à un changement. Il ne faut pas le négliger parce que c'est quand même important. Et du coup, bon, j'ai la question de Declan qui va un peu dans le même sens. Au final, on vient d'y répondre, c'est la question de savoir quelle politique publique devrait être mise en place au sein de l'Union européenne dans ce sens. Sans bon, du coup, c'est les ICE, comme vous soulignez. C'est- Oui, et puis en fait, bon, l'Union européenne, le travail essentiel, c'est tout ce qui est commercial, donc échange entre les différents pays. Il peut pas y avoir, enfin, il n'y a pas réellement de réglementation, par exemple, qui interdirait des pratiques cruelles comme la corrida ou autre, considérant que chaque État membre finalement a aussi un domaine de compétences et qui lui revient. Donc, effectivement, au niveau de l'Union européenne, les plus gros engagements qui peuvent être pris concernent les animaux d'élevage. Ça a toujours été le cas, mais on est maintenant dans un rapport de force qui nous est plutôt défavorable, et il faut en être conscient. Parce que, par exemple, au Parlement européen, le Parlement européen représente, donc c'est la seule instance européenne élue directement par les citoyens. Et c'est vrai que jusqu'à présent, elle était assez quand même en accord avec les citoyens. C'est-à-dire que, alors si vous connaissez un peu le système, il y a la commission qui fait une proposition. En fait, c'est comme une pyramide, Pyramide, quoi. oui. Ça descend de la commission, ça va d'un côté au Parlement et de l'autre côté au Conseil qui représente les ministres des différents pays. Et donc, le Parlement européen, c'était l'instance européenne qui représentait le mieux les citoyens. C'est moins vrai aujourd'hui avec le rapport de force qu'on connaît, donc droite, extrême droite, qui font vraiment un gros bloc.
l'extrême droite qui ne cache pas qu'ils y vont aussi pour mettre par terre la loi de protection de la nature, enfin la loi pour la nature qui comprend la stratégie de la ferme à la table, avec toutes les textes attendus pour améliorer la condition animale. Donc il ne faut pas se leurrer, on a un rapport de force qui nous est plutôt défavorable et c'est la première fois avec cette... Bon, après, j'ai envie de dire, maintenant, c'est notamment le Rassemblement national, ils sont même sur le principe contre la loi Evin, en fait, contre toutes les lois de restriction de tout type Oui, d'agriculture aujourd'hui, et de oui, oui, promotion, oui. voilà, il y a une Bah, on l'a vu globalité avec la loi là-dessus. du plomb, hein, il y a Voilà. une unanimité pour voter le texte. Donc, mais il faut en être conscient parce que après, on peut nous dire ah bah il faut faire bouger les choses. Ah oui, d'accord, mais quand on a ce rapport-là de politique, on ne peut plus avancer sur la question animale parce Et, qu'on a des gens qui sont opposés et qui militent contre la condition animale. Et c'est vrai que j'avais beaucoup expliqué le fonctionnement de la motion de rejet, la CMP, etc. On rappelle que dans le cadre de la commission mixte paritaire qu'il y a eu sur la loi du plomb, c'est 7 députés, 7 sénateurs. C'est Parmi ça. les 14, il y en avait, je crois, au moins 7 députés et ou sénateurs qui étaient issus des rangs de la FNSEA ou qui avaient des Oui, intérêts de lobby d'agriculture. Voilà, ouais. sur les décideurs en fait. Oui, 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 ça c'est le problème. C'est pour ça qu'on fait effectivement un travail de lobby également, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, on revendique, enfin, on reconnaît, hein, c'est un travail de lobby, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même démarche parce qu'on n'a rien à vendre, enfin, je veux dire, on n'a rien à gagner en tout cas, contrairement effectivement à d'autres syndicats ou alors effectivement l'industrie qui est là pour ses intérêts propres. Donc Et, là, c'est un peu différent quand et, on défend une cause. Et je me posais la question, en France, le travail de lobbyisme sur les politiques lui-même, il n'est pas vraiment, comment dire, ce qu'il y a de plus transparent et légal vis-à-vis de l'Union européenne, où il y a carrément des salons pour les lobbyistes à l'Union européenne, au Parlement européen. Est-ce que vous, il vous arrive d'aller faire du lobbyisme sur ces sujets auprès des eurodéputés notamment? Ah oui, bien sûr, bah, j'ai même ma carte Ah d'accès au bah, Parlement européen, d'accord, voilà. donc il y a pas de problème. Mais parce Donc qu'il y a clairement oui, un oui. salon des lobbies pour expliquer où les lobbyistes de la pétrochimie, de l'agriculture, mais aussi des ONG et autres vont se rendre pour sensibiliser, parler, échanger avec les parlementaires européens. En fait, au niveau du Parlement européen, notamment, il y a un intergroupe sur la condition animale qui se tient tous les mois pendant la plénière. Donc, le travail du Parlement, c'est essentiellement à Bruxelles, mais la plénière, donc au moment des votes, c'est une fois par mois à Strasbourg. Et pendant cette semaine-là, de la plénière, il y a un intergroupe sur la condition animale, le jeudi matin, toujours pareil. Et là, les députés qui sont intéressés sur les questions animales sont présents et participent à cet intergroupe. Et c'est vrai que moi, le prochain, d'ailleurs, ça sera en septembre et ça sera sur la fourrure, parce que le lien, c'est toujours aussi avec une actualité de travail de parlementaire. Donc oui, oui, effectivement, ce travail-là, il est hyper important, même si, encore une fois, maintenant, on a quand même un rapport dans les eurodéputés qui nous est pas très favorable, mais on a quand même quelques députés, notamment, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Glucksmann, notamment, c'était sur le Mercosur d'ailleurs, pour faire en sorte qu'on ait quelques eurodéputés qui soient de nos côtés et qui défendent la question animale. Mais bon, on travaille aussi avec des députés qui ne sont pas français, enfin d'autres eurodéputés qui sont plus sensibles à la question animale. Oui, parce que pour souligner et expliquer au chat, le Parlement européen est composé de 720 députés. Sur ces 720 députés, toutes les gauches confondues, il y en a pour à peine un peu plus de 200 députés. Si on prend les Verts, la gauche, les socialistes. C'est-à-dire que plus des 2 tiers des députés du Parlement européen sont du macronisme à l'extrême droite la plus extrême. Voilà, pour donner Oui, une idée sur les équilibres ouais, des ouais. forces au niveau européen. C'est Alors, le encore. macronisme, en fait, bon, alors déjà, le Renew, si on prend Oui, Renew, voilà, bon, déjà, ils ont beaucoup perdu pour la France, en tout cas, mais ils ont quand même un rôle un petit peu d'arbitre. Ils peuvent pencher d'un côté comme d'un autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec eux. Euh, j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec Valérie Ayé, mais avec d'autres, avec Stéphane Séjourné qui avant présidait le groupe Renew. Bon, maintenant c'est d'accord. Valérie Ayé. Stéphane Séjourné n'était pas insensible à la question animale, notamment bon, en lien aussi avec Gabriel Attal, qui lui, pour le coup, est très, très engagé.
Donc effectivement, il faut pouvoir identifier qui peut défendre cette cause et de quelle manière aussi intervenir auprès d'eux. D'accord. Mais bon, Et moi, ça me fait penser, et Stéphane l'a souligné, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation des votes pour les partis animalistes en France et en Europe? Aux européennes, c'était 500 000 voix en 2024, mais il y a 2 eurodéputés animalistes parmi les pays de l'Union européenne. Est-ce que ça a ouais. vraiment, ça impacte vraiment un changement? Est-ce que ça démontre de quelque chose? Alors là, les deux députés, bon, il y a Anya qui est des Pays-Bas et l'autre, ça doit être, je sais plus, l'allemand peut-être. Non, ça change pas grand-chose. Et puis ça dépend le système de vote. Aux Pays-Bas, ils n'ont pas 35 eurodéputés, donc ils peuvent, enfin c'est proportionnel, donc ils peuvent avoir un député. En France, il faut atteindre 5%, donc c'est quasiment impossible pour le parti animaliste. Moi, je suis très partagé. Je l'ai jamais caché. J'aime bien le parti animaliste, c'est pas de problème. En revanche, quand je voyais au niveau des écolos et la liste des écologistes aux dernières européennes, à la 6e place, il y avait Caroline Ross, qui est une animaliste et qui n'a pas été élue du coup, puisqu'ils n'ont pas Oui. atteint, enfin Ils ils ont ont eu un atteint moins bon score qu'à quelques. l'élection d'avant, oui. Ouais, et ça c'est grave parce que du coup on perd la seule animaliste revendiquée qu'il y avait. Bon, maintenant il y a Emma Fourreau qui est très, très engagée également. Mais non, moi je suis très partagé pour une élection comme les européennes. Sur d'autres élections, pourquoi pas, mais les élections européennes, ou alors il faut jouer l'alliance, ce que ne veut pas le parti animaliste, et je peux le comprendre parce que c'est pas dans la démarche. Parce que sinon, vous avez des gens très isolés qui n'ont aucun pouvoir et ça donne rien, quoi. Donc, autant essayer de jouer les alliances pour qu'il y ait au moins au sein d'un groupe une personne qui sera dédiée à défendre les animaux, plutôt que de faire présenter une liste qui n'obtiendra pas de députés, qui potentiellement en fera perdre sur des listes qui étaient plus engagées. D'accord. Donc, très partagé pour les européennes, hein, encore une fois, pas pour les autres mandats. Et là, alors là, du coup, moi, par curiosité, je suis allé regarder un peu les pétitions qu'il y a sur le site parce que vous avez beaucoup de pétitions sur plein de thématiques, chasse, fourrure, corrida, etc. Et alors, je me surprends des chiffres, parce que ce matin, on avait Amnesty International qui fait aussi des pétitions sur son site, mais les chiffres enfin, sur votre site, là, je vois des pétitions avec 480 000 signatures, 470 000, c'est énorme. Et pour le coup, en comparaison avec ce matin, c'est des chiffres qui sont quand même 2 à 3 fois supérieur à certaines pétitions d'Amnesty International. Comment vous expliquez potentiellement? C'est une raison de communication? C'est parce que ça parle plus aux gens, peut-être, de parler de son animal de compagnie? Il y a cette question de sensibilité, peut-être? Alors, oui, c'est vrai que c'est pas évident forcément de l'expliquer, mais c'est un vrai phénomène en ce qui concerne la condition animale. Il y a une sensibilité qui est parfois extrême, mais un truc tout bête, une anecdote, enfin, si on peut dire. Merde, j'ai oublié son nom. Patrick Poivre d'Arvor, il présentait le 20h. À l'époque, j'étais encore à la Fondation Bardot avec Brigitte Bardot. Il nous avait dit que, effectivement, il présentait des horreurs tout le temps, des guerres, comme on en a encore aujourd'hui. Mais dès qu'il présentait un sujet animaux, des transports ou autres, ils avaient des appels, une mobilisation comme jamais. Donc, on voit que quand même, au fond, il y a une sensibilité particulière parce qu'on est en train de voir un être qui n'est pas du tout en mesure de s'opposer à ce qu'on est en train de lui imposer. Et ça amène probablement une réaction de protection par rapport à ces êtres qui sont totalement incapables de se protéger, de se défendre. Alors c'est vrai aussi pour évidemment dans des conflits humains, mais ça amène effectivement une réaction un peu excessive, enfin pas excessive, tout à fait logique. Maintenant, moi, j'aimerais effectivement que ça aille au-delà et que chaque personne individuellement soit cohérente aussi sur sa façon de consommer notamment, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et je me posais la question, donc voilà, par exemple, il y a les pétitions. C'est des pétitions qui ont des buts de sensibiliser, d'interpeller, ou c'est des pétitions qui, au-delà d'un certain seuil, imposent une prise de conscience du sujet par une institution ou autre? Quel est l'impact direct de ces pétitions?
Alors, il y a un peu les deux, Alors, effectivement. d'ailleurs, je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent se renseigner sur. Il y a une bonne vingtaine minimum de pétitions sur divers sujets, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a un peu les deux. Donc, il y a effectivement un rôle de sensibilisation et d'information, mais il y a aussi, par exemple, quand le règlement européen sur la vente de fourrure de chats et chiens a été adopté, c'était en 2007, je crois. Eh bien, les pétitions qui avaient été rassemblées par la Fondation 30 millions d'amis avaient été présentées à la Commission européenne au moment justement de la présentation du texte par la Commission. Donc, ces pétitions viennent soit interpeller un politique ou alors appuyer justement une initiative. Et puis, effectivement, ça permet aussi des échanges entre militants, enfin entre personnes pas forcément militantes d'ailleurs, mais qui s'intéressent à la question animale et qui ont envie d'agir d'une manière ou d'une autre. Après, il ne faut pas non plus considérer que parce qu'on signe une pétition, le job est fait, hein, parce que c'est juste participer à un mouvement, mais c'est pour ça que les initiatives citoyennes européennes sont beaucoup plus intéressantes, maintenant plus contraignantes aussi, puisqu'il faut passer par des plateformes sécurisées, comme ça a été le cas aussi pour la pétition mise en place sur le site de l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi du plomb, puisqu'il fallait passer par France Connect. Donc, c'est important aussi d'être sur des pétitions qui soient plus directement reconnues qu'une simple pétition associative. Mais en ce qui concerne, pour répondre à votre question, oui, c'est ça, c'est les deux. C'est sensibiliser directement les personnes, faire aussi en sorte qu'elles s'approprient un petit peu cette action-là en la partageant, et aussi faire pression auprès des décideurs politiques. D'accord. Alors, pour les débats actuels au Parlement européen, vous avez évoqué le règlement chat-chien et le règlement de transport, et pour ceux à venir, l'élevage et la fourrure. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces débats actuels, un peu plus précisément, peut-être qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est règlement chat-chien, qu'est-ce que c'est règlement de transport? D'accord. Alors, le règlement chat-chien qui a été adopté, en fait, déjà, alors, il y a eu un amendement qui a été adopté au Parlement européen, mais il n'est pas sûr qu'il reste, mais c'est pour une interdiction aussi du commerce des chats et des chiens en animalerie, comme c'est le cas déjà en France, mais là, ça serait partout au niveau de l'Union européenne. Mais ça amène d'autres choses intéressantes, comme l'obligation d'identification. Donc, c'est déjà le cas en France, mais ce n'est pas le cas ailleurs, avec un fichier qui soit consultable d'un différents États membres. Ce qui permet aussi de pouvoir remonter sur des trafics potentiels, de savoir d'où vient un animal qui est proposé à la vente en France. Il y a aussi un autre volet qui est très important, c'est l'espace réservé par les animaux au niveau des élevages, de telle manière... C'est du fichage des animaux par puçage, par quel procédé? Par puçage. Ok, d'accord. Des puces électroniques. Et donc en France, vous avez l'ICAD, donc le fichier canin et félin maintenant qui travaillent ensemble, et puis aussi pour les furets. Et là, ça serait chaque État membre a son propre fichier, mais consultable d'un État à un autre. Mais il y a aussi un point important, c'est les conditions d'élevage pour éviter les fermes-usines qui existent, hein, d'ailleurs même en France, hein, avec des élevages intensifs de chiens ou de chats, enfin surtout de chiens. Donc ça, c'est aussi un des points qui est visé par cette réglementation. Viser aussi l'interdiction de tout ce qui est mutilation, donc coupe des queues, des oreilles, dégriffages pour les chats aussi. Donc ça serait une interdiction européenne. Et puis aussi l'interdiction d'utiliser les colliers étrangleurs. Ouais, et à pic qui mutilent véritablement les animaux ou à décharge électrique. Ça a été adopté. Alors, le texte de la Commission ne prévoyait que l'interdiction des décharges électriques, et par amendement au Parlement européen ont été ajoutés les colliers étrangleurs et étrangleurs sans possibilité de bloquer, et les pics qui sont extrêmement mutilants, qui font beaucoup de dégâts au niveau des chiens. Ça a été ajouté, et la France, pour le coup, est plutôt favorable. Au passage, il y a une proposition de loi qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale c'était en 2021, je crois, non, 2023. Et il n'y a eu que 5 députés qui ont voté contre, 5 députés RN, au passage. Du coup, j'imagine que là, par rapport au niveau européen, le PPE et une partie des députés extrême droite ont aussi voté pour, si vous me dites qu'il y a une équipe favorable. Oui, là, pour le coup, c'est passé. C'est passé au Parlement assez largement.
Maintenant, le Conseil doit aussi se positionner, mais on sait que la France ne va pas faire blocage. Donc ça va. En revanche, le deuxième règlement en cours, et c'est le règlement de transport. Et là, la France est très, très, très mauvaise sur ce sujet. C'est-à-dire que l'idée, c'est de limiter les durées de transport d'animaux qui partent à l'abattoir le plus souvent, ou à l'engraissement dans d'autres pays. Et il faut savoir que ça peut durer des jours et des jours. Et la France, par exemple, veut garder son marché d'export vers les pays tiers, Moyen-Orient, Maghreb et autres. Et là, on parle de semaines, parfois de transport, puisqu'il y a les bateaux et autres, avec une mortalité de dingue. Et ça, le but, c'est d'encadrer les conditions de transport, de les limiter autant que possible, et de faire en sorte que les animaux aient un petit peu plus d'espace aussi dans les camions et une possibilité aussi de s'abreuver, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, c'est un gros travail parce que là, on sait que pour le coup, la France va être un pays qui va bloquer les avancées sur ces questions-là. Et là, pour vous dire, moi, je profite de la période un peu plus calme de l'été pour en train de travailler sur les 3000 amendements qui ont été déposés sur le texte et qui vont être présentés, débattus à la rentrée, je pense, au Parlement européen. D'accord. Donc là, il y a un gros travail d'identifier les amendements qui peuvent être poussés et ceux qui doivent être rejetés. Ok. Typiquement, c'est le genre de travail qui peut être fait aussi par une organisation. Et je me posais la question, parce que, enfin, je me posais la question, non, il y a des gens qui ont posé la question dans le chat, et c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez parlé de l'abattage. Ouais. Il y a eu la question en France, et c'était une question qui était très saisie par la Fondation Brigitte Bardot, de l'abattage Ouais. rituel, notamment. Ouais. Ouais. Quelle est la position sur l'abattage rituel de la Fondation de 30 millions d'amis de manière générale? Parce qu'on sait que malheureusement, certaines se font sans étourdissement. Bah, c'est le C'est le problème. Le problème. problème, c'est pas tant l'abattage rituel. Et quelle est la position du coup de 30 millions d'amis sur ça? Bah, elle est proche, enfin, elle est identique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'attaquer l'abattage rituel, c'est d'attaquer l'abattage sans étourdissement, de faire en sorte que les bêtes soient étourdies avant d'être abattues. C'est vraiment la base. Mais c'est vrai qu'il y a des réticences, notamment de la communauté juive, parce que pour avoir rencontré les autorités musulmanes, il y a plus d'ouverture. Il y a d'ailleurs pas mal de pays qui ont introduit l'obligation d'étourdissement pour la viande halal, ce qui n'est pas le cas pour le kasher. Mais là, justement, il y a un travail qui est fait actuellement avec les autorités juives également pour reconnaître des systèmes d'étourdissement qui soient réversibles, mais surtout qui n'attaquent pas, qui n'endommagent pas les animaux. C'est-à-dire que en tout cas, pour la communauté musulmane, l'étourdissement réversible est accepté. Même vous allez dans la charte halal de la mosquée d'Evry, par exemple, c'est indiqué noir sur blanc. Dès lors que la méthode est réversible, c'est-à-dire que si l'animal n'est pas sacrifié, qu'il puisse reprendre conscience sans dommage. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec les pistolets à tiges perforantes qui sont utilisés pour les gros animaux, les bovins notamment. Donc, il faut changer les méthodes d'étourdissement. Et dans ce sens, ça serait pas mal pour tout le monde parce que les méthodes d'étourdissement utilisées actuellement sont quand même pas non plus extraordinaires, ont fait leur temps. Et donc, via l'abattage rituel, on est en train de travailler justement sur des nouveaux modes d'étourdissement qui soient réversibles et qui soient moins douloureux pour l'animal. Mais la position de 30 millions d'amis est similaire, même si effectivement il y a moins d'engagement peut-être sur la question qu'on pouvait l'avoir avec la Fondation Bardot. D'autant que pour la Fondation Bardot, moi j'allais tous les ans sur des sites d'abattage clandestin au moment des sacrifices de l'Aïd pour récupérer plein de moutons. Bon, En fait, c'était c'est assez clos. la question de l'AID, c'est vrai que c'est une des questions qui pose le plus parce qu'on va dire ça va être dans les différents rite, c'est vrai que c'est souvent celui qui va être fait potentiellement clandestinement en termes de quantité sur le moment. Et je posais la question parce que c'est vrai que comment on fait quand même à gauche, il y en a qui sont contre ce principe de réglementation d'abattage rituel. Moi, je me rappelle d'une interview de Manon Aubry sur Vaquita avec Hugo Clément qui disait être d'un côté pour la corrida, enfin pour l'interdiction de la corrida, Ouais. et de l'autre côté, sur une question similaire, sur les mêmes thématiques de la souffrance animale, etc., aborder le sujet de l'abattage rituel en disant non, mais il y a la question du culte, faut en parler directement avec eux, etc. Comment on fait quand même à gauche, il y a une grosse hésitation où on fait très attention pour potentiellement heurter personne.
Alors, c'est vraiment difficile parce qu'effectivement, souvent, c'est une totale méconnaissance du sujet. Parce que, comme je vous le disais, moi, avec Brigitte Bardot, on a été reçus à la mosquée de Paris. On a même fait une conférence de presse avec le recteur de la mosquée à l'issue, etc., pour montrer qu'il n'y avait pas d'opposition de principe. Il y avait des problèmes de mode d'étourdissement. Donc, quand on ne connaît pas le sujet, effectivement, on n'ose pas y aller parce qu'on se dit c'est trop, trop dangereux, trop casse-gueule. Mais au final, quand on connaît et quand on identifie les blocages, on se dit que c'est un sujet comme un autre qui doit être traité et que effectivement, il faut limiter la souffrance de l'animal au moment de son abattage. C'est même un devoir. Il n'y a pas de, c'est pas, enfin, ok, il y a le culte, mais bon, objectivement, le culte. Il y a un député, enfin, il était député, il est devenu ministre de l'Agriculture au Danemark, qui, quand il est devenu ministre de l'Agriculture, a dit moi, la condition animale passe avant le respect du culte et il a imposé l'étourdissement très rapidement, enfin, dans les semaines où il est arrivé. Et il n'y a pas d'objection tant que ça, au final, au niveau du culte musulman en tout cas. Il y a une certaine acceptation. Donc, il faut simplement avoir le courage de faire les choses. Bon, faire les choses effectivement en accord avec les cultes. C'est pour ça qu'il faut identifier les points de blocage et trouver des solutions sur des systèmes, notamment d'étourdissement réversible. Mais en tout cas, actuellement, et c'est vrai, à gauche comme ailleurs, il y a plutôt l'idée de se dire, bon, on ne touche pas à ça parce que sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que la plupart des animaux sont abattus sans étourdissement parce que finalement c'est plus simple et qu'il n'y a aucun étiquetage de ces viandes issues de l'abattage rituel et qui se retrouvent dans le circuit classique sans aucune identification. Enfin, on ne sait pas que la plupart des viandes tuées rituellement se retrouvent dans le circuit classique sans étiquetage spécifique. Et là, du coup, on arrive vers la fin de cet échange. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble et merci encore. S'il y avait une thématique encore, peut-être soit sur la souffrance animale, sur les droits des animaux ou autre, que vous souhaiteriez aborder, qu'on n'a peut-être pas abordé, vous pensez à laquelle euh, peut-être? Bah, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a les animaux sauvages dans les cirques, on en a parlé, mais ça commence heureusement à s'organiser enfin, s'organiser et en même temps, l'interdiction, elle est là, mais les lieux d'accueil ne sont pas encore mis en place Oui, totalement. c'est vrai que j'ai Donc, pas pensé parce que l'interdiction étant déjà actée, j'ai pas forcément pensé au cirque, c'est vrai. bah oui, mais là, en fait, notre blocage actuellement, c'est de mettre en place les lieux d'accueil. Il y a eu des engagements, des financements de la Fondation 30 millions d'amis, des financements aussi de l'État, mais insuffisamment. Donc, d'une manière globale, il faudrait effectivement que l'État, quelle que soit la majorité présente, s'engage davantage et puisse prévoir des fonds aussi pour à la fois aider les structures d'accueil ou, par exemple, dans le projet de loi, enfin la loi de finances 2024, il y a eu 3 millions d'euros qui avaient été accordés pour la stérilisation des chats errants. En 2025, il n'y a rien eu dans le projet de loi, vu la complexité enfin, du vote. Et dans la loi de 2026, a priori, il n'y aura rien non plus. Donc, ça serait bien, effectivement, qu'il y ait un financement pérenne pour des opérations, soit de gestion des animaux, ou soit de soutien aux structures d'accueil, pour éviter que la France soit toujours dans cette situation alarmiste, parce qu'on n'a pas trop parlé des abandons, parce que je vous ai dit, j'ai un peu balayé le sujet, mais la France reste quand même la championne d'Europe des abandons, et c'est pas du tout glorieux, et on aurait effectivement tout intérêt eh bien, à renverser la tendance. D'accord. Eh ben, je vous remercie. Alors, pour conclure, du coup, qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que directeur des affaires nationales et européennes de la Fondation 30 millions d'amis, pour des personnes qui souhaitent s'investir davantage afin de les convaincre de s'engager dans votre fondation? Qu'est-ce que vous leur diriez? On vous écoute, on est 3000 à vous écouter. Allez. Ah, cool. Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire. euh, alors, il faut vraiment faire un travail sur qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel. Parce que moi, je n'aime pas trop qu'on se défausse en se disant, allez, je fais un don, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma part. On a vraiment, enfin, vous pouvez faire un don, hein, c'est pas la question, mais il faut vraiment voir qu'on a chacun
une possibilité d'agir en changeant aussi ses modes de consommation. C'est hyper important, c'est la base. Et en plus, il y a plein de possibilités maintenant d'éviter justement de consommer des produits animaux notamment. Mais c'est pas la seule chose. Donc oui, c'est de pouvoir vous renseigner, regarder un petit peu les vidéos qui sont diffusées. Là, vous parliez de Vaquita tout à l'heure, bah, c'est un moyen, effectivement, un média qui peut être intéressant pour prendre connaissance un petit peu de ce qui se passe. Et puis, il y a des manifestations, il y a des rassemblements qui permettent de voir aussi, de rencontrer des personnes qui s'engagent pour les animaux, puis de pouvoir échanger. Donc non, moi, je vous conseille de faire quelques recherches sur ben, voilà, qu'est-ce que c'est l'élevage en France, de quelle manière on peut agir. Et voilà, donc une recherche déjà aussi personnelle à ce niveau-là. Eh ben, je vous remercie, monsieur Christophe Marie, pour votre présence. Je mettrai dans le chat tous les liens pour aller sur le site de la Fondation et sur la rediffusion. Je mettrai tous les liens dans la description également. Merci de votre temps. Merci de votre Merci à vous. disponibilité. Bonne fin de week-end et encore merci beaucoup. Ben, merci à vous et à tous ceux qui ont suivi cet échange. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end. Au revoir.